les podcasts Web Girondins. L'invité. Bonsoir Denis Brudieu. Bonsoir à tous. Salut Denis. Salut. Salut Denis, je te présente, tu as fait 20 ans au CODIR du FCGB, 1996-2017, tu as été en charge de la marque et des centres de profit et aujourd'hui tu es consultant en sport business. Exactement. C'est bien ça. Eh bien écoute, bienvenue à toi, tu connais l'équipe ? Absolument, oui. Depuis tellement longtemps. Ouais. À chaque fois qu'un maillot sort, tu es là pour venir nous le décrypter. Je te remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Pour toi, quelle est la stratégie commerciale du club avec la sortie de ce maillot anniversaire ? Bon, en général, comme on l'avait déjà dit à chaque maillot, hein, le maillot pour les clubs, c'est à la fois un produit et un emblème. Donc un produit parce qu'il génère évidemment des revenus financiers, mais comme on l'avait évoqué, je crois, lors de la dernière émission, on a vu que les revenus quand même étaient relativement réduits quand on regardait la marge qui restait par rapport au budget des clubs. L'intérêt, il est surtout marketing, hein, c'est-à-dire en fait, c'est raconter des histoires autour du club par rapport à l'ensemble de l'audience d'un club. Donc en général, un club comme le Girondins de Bordeaux, il a 4 items principaux sur lesquels il veut communiquer. C'est le côté fleuron régional, c'est le côté historique, c'est le côté chic et élégant, et puis le côté jeune. Donc là, clairement, sur ce maillot-là, on voit que le prisme de communication qui a été choisi, c'est le côté vintage, historique, ancrage historique. Et puis on voit que c'est un maillot au positionnement relativement transversal. Donc là, ce qui est un petit peu, ce qu'il faut peut-être, qui est un peu surprenant peut-être pour moi, d'un point de vue, on va dire marketing entre guillemets, c'est surtout la collection dans son ensemble. Finalement, ce maillot, il est tout à fait pertinent. C'est un maillot qui va cartonner d'un point de vue commercial. Il raconte une histoire historique d'un club qui est un des plus anciens avec le Havre, 1881. Après, ce qui me questionne un petit peu plus, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'en général, quand on sort 3-4 maillots, il y en aura eu 4 cette année, on fait en sorte qu'ils soient un peu complémentaires en termes de thème et en termes de design. Et là, je trouve que on est un petit peu sur des designs un peu récurrents et avec des maillots qui sont relativement transversaux. Il n'y a pas vraiment de maillot qui est axé un peu plus sur les jeunes, comme celui de l'an dernier, le Third. Donc voilà, c'est plus la collection dans son ensemble sur lequel on peut discuter. Ce maillot il est très, très bien réussi et il cartonnera, il n'y a aucun doute. C'est vrai qu'il ressemble au Third de l'année dernière, hein, c'est quasiment le même, hein, avec qui était le Bordeaux là, qui était couleur Bordeaux, avec le logo qui est différent et des bandes blanches sur le côté. C'est ça, je crois. Absolument. Mais on verra tout à l'heure, en fait, quand on parlera un peu de la fabrication, c'est lié aussi à l'organisation du club et au choix de sourcing qui a été fait. Mais en tout cas, voilà, c'est un maillot qui est aujourd'hui axé pour communiquer sur le côté ancrage temporel du club. Et c'est vrai que quand les saisons sont pas comme elles devraient être, c'est aussi habile d'un point de vue marketing. Ouais. Et comme j'écoute toujours ce que tu nous dis sur les maillots, quelle est la cible que le club vise avec ce maillot? Alors, c'est justement ça qui me questionne un petit peu plus. L'an dernier, pour moi, c'était assez clair. Il y avait un maillot homme qui était bon. Le maillot homme, en général, à domicile, on dit qu'il est transversal, c'est-à-dire qu'il est fait pour séduire le plus grand nombre. Et après, sur le away, sur le third, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait un peu plus adulte et classique et un petit peu plus jeune. Voilà. Et l'an dernier, je trouve que c'était très bien fait. On avait le premier qui touchait tout le monde, le deuxième qui était très joli, qui est un maillot away avec du Bordeaux, qui était un peu plus chic, qui est assez élégant, et le troisième, par contre, rappelez-vous, avec qui avait un look un peu graphiste et urbain, qui évoquait à la fois l'histoire, mais à travers une culture street plutôt assez élégante, et qui touchait par contre là une cible un peu plus jeune, avec un positionnement un peu plus qu'un club, quoi, masqué un club. Donc ça, c'était assez intéressant, je trouve. Il y avait des produits pour tout le monde. Cette année, d'un point de vue en tout cas marketing audience, je trouve que mis à part le domicile qui lui encore très bien réussi, avec un scapulaire qui est assez intemporel, je trouve qu'après le 2, le 3 et puis le 4, qui sont tous très, très bien réussis, je les trouve plutôt très jolis, je trouve que la collection est plutôt réussie. En fait, je trouve qu'entre le 2, 3 et 4, on est sur des modèles sans scapulaire, ce qui est quand même une nouveauté, mais moi qui et pourquoi pas, mais je trouve qu'on est sur des maillots qui se ressemblent un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de dire que je ne vois pas cette année de maillots vraiment qui vont toucher une audience jeune. Je vois des maillots qui sont un petit peu pour toucher tout le monde. Si c'était comme moi, je pense que celui qui touchera tout le monde, c'est vraiment le 1. Je pense que le Away, qui est très joli, mais qui rappelle un petit peu l'histoire autour de l'océan Atlantique, etc., je pense que ça m'étonnerait qu'il touche une cible trop jeune.
Je pense que c'est un maillot qui va toucher plutôt des adultes. Le 3 qui est plutôt très joli. Je pense pas qu'il touche beaucoup les jeunes non plus. On est sur des codes couleurs bordeaux doré qui font référence au vintage. Même si le vintage aujourd'hui séduit l'audience jeune, je pense pas qu'il soit vraiment dédié pour ça. Je pense que celui-là, par contre, celui-là, il est capable aussi de toucher tout le monde. Ma fille me l'a demandé d'ailleurs ce week-end. Aujourd'hui, les jeunes adorent les marques un peu vintage parce qu'elles ont un côté un peu ancrage. Et on peut le porter avec un jean et tout, parce qu'il n'y a pas de sponsor en plus cette année. Donc je pense que le 1 et le 4 seront les maillots sans doute qui toucheront le plus de monde. Et je pense que le 2 et le 3 toucheront une cible un peu plus classique et adulte. C'est mon œil de l'extérieur. Tiens, justement, tu parlais sponsor. Avant de te poser une autre question, il y a Thomas qui a une question de Laurent qui nous regarde. Vas-y Thomas. Donc la question de Laurent, c'est pourquoi personne ne parle de l'absence de sponsor principal? Alors, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais ce qui est évident en tout cas, c'est que l'histoire avec le dernier sponsor principal, c'est pas forcément bien terminé, pour des raisons diverses et variées. Et d'après ce que j'en sais, puisque je discute beaucoup avec tous ceux que je connaissais depuis très longtemps, qui sont encore en place au Girondin et qui gèrent le commercial, les hospitalités, le sponsoring, visiblement, d'après ce que j'en sais. Ce qui peut se comprendre, les propositions de sponsoring qu'ils ont eues, qui correspondent évidemment à un club qui est en Ligue 2, donc même si c'est les Girondins qui ne se valorisent pas comme un contrat de Ligue 1, d'après ce que j'ai cru comprendre, les propositions qu'ils n'ont eues ne correspondent pas aux attentes d'un club qui espère monter rapidement en Ligue 1. Donc la seule explication elle est là, vous doutez bien, puisqu'on voit qu'on a il y a des problèmes dans la DNCG par contre. Pardon. Mais qu'il y a des problèmes pour boucler son budget. Donc c'est un club qui refuse des trucs pas assez intéressants mais qui a pas d'argent. Bon, la vision que j'en ai qui peut paraître surprenante pour le grand public, c'est que visiblement il y a quand même des sponsors. Que tu dis, Denis, bien sûr. Non, mais l'explication, c'est celle que j'ai. Ce qui peut être un peu surprenant, c'est qu'en fait, il y a quand même un sponsor d'eau, mais qui est historique, qui est en tout cas, Viceroy Régent, je sais pas si on peut le citer. Et puis qu'il y a sur le maillot domicile, il y a quand même deux petits sponsors qui sont, deux petits sponsors. Je ne parle pas d'ampleur évidemment de l'enseigne. C'est la taille. Tu parles de la taille sur le maillot. Ils sont là, donc bon. Voilà, mais la seule explication, c'est que le club estime que par rapport à sa renaissance programmée, visiblement ou espérée, voilà. Donc c'est la seule explication que j'ai qu'on m'a donnée. Est-ce que tu le valides là alors ce maillot anniversaire? Alors valide, j'ai rien à valider, mais je trouve qu'en tout cas l'histoire, je la valide. L'histoire, je la valide parce qu'en effet, d'un point de vue marketing notamment, il faut savoir qu'aujourd'hui, communiquer sur un ancrage territorial aujourd'hui, toutes les marques le font parce qu'en effet aujourd'hui dans un monde un peu incertain de zapping, les marques qui sont ancrées dans le temps aujourd'hui on le vend en poupe même par rapport à l'audience jeune. Donc ça aujourd'hui les marques vintage on le vend en poupe et pour un club qui est une date en plus une date marque comme 1880 forcément ça faisait partie des items sur lesquels on jouait, mais c'est encore plus intéressant de jouer là-dessus lorsque justement le club est assez éloigné de son histoire prestigieuse. Oui. Donc, mis à part évidemment le côté évidemment produit, aujourd'hui d'associer un club qui n'est pas à son apogée, dont le présent n'est pas forcément aussi valorisant qu'on pourrait l'espérer d'un point de vue sportif et puis modèle de club, il est évident qu'aujourd'hui, en associant ce modèle, cette équipe à une époque prestigieuse du club, forcément d'un point de vue marketing, c'est très intéressant. Et que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on serait dans un positionnement marketing qui, voilà, les Girondins de Bordeaux, le club historique prestigieux en renaissance. Ça permet aussi à l'audience de se projeter dans un futur renaissance qui pourrait exister. Donc c'est quand même très très habile. Et puis d'un point de vue commercial, on est sur un produit comme je vous l'ai dit vintage qui aujourd'hui cible et plaît toutes les audiences. Et donc aujourd'hui on a un produit collecteur événementiel qui va aussi forcément se vendre. Donc j'ai envie de dire que au niveau marketing commercial c'est très bien vu. Et après voilà la petite discussion qu'on peut avoir, on l'avait discuté je crois en off rapidement, c'est sur la déclinaison, sur la fabrication et sur le modèle. Donc là il est évident que si vous voulez il faut quand même remettre en perspective aujourd'hui ce que décline le club en termes de communication, de merchandising, etc. et par rapport à sa structure. Si tu me permets 2-3 minutes pour vas-y. C'est assez intéressant. Il faut savoir que quand même bien avant Gérard Lopez évidemment, mais à partir du moment où
même si ça a décidé de vendre le club, un certain nombre de filiales avaient commencé à être fermées pour pouvoir rendre le club un peu plus attractif et en tout cas moins plombé d'un point de vue financier. Et après la stratégie des Américains, qui est une stratégie sur le court terme évidemment, elle est pas incompatible, mais en tout cas, elle n'a pas besoin de tous les centres de profit qu'on avait développés avec M6. Il y avait 7-8 filiales qui correspondaient en tout cas à un entrepreneur qui va construire un club sur la durée. Ça, c'est le modèle historique. C'est toujours fait. L'arrivée des nouveaux investisseurs aujourd'hui, c'est assez intéressant, qui sont plutôt sur le court terme. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui de ce développement de clubs et d'entreprises sur la durée. Ils sont là en général pour 4-5 ans, soit pour créer du rendement à travers du trading joueur assez rapidement pour rémunérer leurs actionnaires, ou soit pour acheter un club qui est dans une situation financière compliquée, l'assainir et le revendre derrière. Mais dans tous les cas, certains fonds d'investissement aujourd'hui, qu'ils soient français ou étrangers, peu importe, ont une vision à court terme. Et cette vision à court terme n'a pas besoin de toute la déclinaison de marque que met en place un entrepreneur actionnaire, et n'a pas besoin de toutes ces filiales. Donc aujourd'hui, beaucoup de clubs aujourd'hui ont sous-traité les filiales événementielles, merchandising, etc. Et au Girondin, ça a été très radical. Hein. C'est que, en fait, quand je crois que c'était encore sous King Street, mais le club a décidé carrément de fermer beaucoup de filiales, dont la filiale merchandising. Et je crois que dans cette filiale, on était à un moment plus de 50, et il devait rester une quinzaine de salariés. Et le club, à un moment, a décidé de vendre cette filiale-là, donc à Full Ace, l'exploitation de cette filiale-là. Donc les 15 derniers collaborateurs de la filiale ont été cédés et ont intégré Full Ace. Et Full Ace, aujourd'hui, qui travaille avec Adidas, a pour mission de développer des produits hors Adidas. Et c'est Full Ace qui gère aujourd'hui directement l'ensemble de l'exploitation des magasins. Donc les magasins au Girondin aujourd'hui sont gérés, exploités par des anciens collaborateurs des Girondins, mais sous la tutelle Full Ace, qui supporte l'ensemble des frais et qui verse des royalties donc au club. Et pour la partie pro, c'est Adidas qui s'en occupe. Donc aujourd'hui, on a un club dont l'activité principale de marque et le merchandising est gérée par Full Ace et gérée par Adidas. Donc voilà. Donc dans cette configuration avec un club en D2, il est évident que nous, la marge de manœuvre qu'on avait, ils l'ont pas. Donc aujourd'hui, une fabrication d'un maillot, un vrai maillot, c'est 8 mois à l'avance, c'est minimum 3000 pièces de stock. C'est des fabrications. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, une boîte comme Full Ace, avec les incertitudes liées au classement, etc., ne peut pas se permettre de lancer la fabrication de 4 maillots à 3000, 4000, 5000 pièces. Donc, ils lancent une fabrication qui est le maillot homme, avec un scapulaire. Et après, pour le reste, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des templates, ce qu'on appelle les templates, donc des maillots un peu génériques de la collection Adidas, aux couleurs du club. Et l'avantage, c'est que pour l'équipementier, ils n'ont pas de fabrication spécifique à faire. Ils utilisent ces templates. Et à un moment, ça permet aussi au club de commander au fur et à mesure ces maillots génériques qui existent, et puis de les personnaliser au fur et à mesure à l'effigie du club. Donc, c'est pas du tout un modèle que je critique, mais j'ai envie de dire que dans la configuration organisationnelle du club, sortir 4 maillots pour un club de Ligue 2, c'est très rare. Donc, ils le font, mais avec 3 maillots qui sont basés sur des templates qui permettent de fabriquer des maillots qui sont tout à fait plaisants, mais avec une marge de création qui est limitée. Mais l'avantage, c'est qu'on a, en termes de délai et de réactivité, ils sont bien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de scapulaire dans les 3 suivants, tout simplement parce que ce ne sont pas des fabrications. Ce sont des templates, on va dire Adidas, qui ont été personnalisés pour pouvoir proposer une offre attractive, mais peu contraignante pour le club. Donc voilà. Bon, c'est hyper intéressant ce que tu nous décris. Et d'ailleurs, je pense que le maillot Third avait été choisi par les supporters. Hein. Le Third. Mais avec il y a un choix. Il y avait un choix. Il y avait 4 choix, ouais. 3 ou 4 choix, je sais plus. Donc c'est pas du tout une critique, hein, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ils sortent 4 maillots qui correspondent à leur nouvelle configuration, à un club qui est en Ligue 2. Et je trouve que par rapport aux contraintes qui sont les leurs, la collection est tout à fait réussie. Et si justement il n'y a pas ce maillot jaune que j'appelle un peu de mes voeux, c'est parce qu'aujourd'hui, on va dire que commercialement et financièrement, il n'y avait sans doute pas les volumes pour créer un modèle unique Girondin. Donc là, aujourd'hui, on a une offre qui est attractive, mais qui est intéressante pour tout. Alors, esthétiquement, Denis, c'est plutôt attractif, mais au niveau du prix, le maillot qui est sorti là, qui est très intéressant, mais quand les gens ont vu le prix, ils ont fait encore un maillot à 95 €, le 4e à 95 €, c'est un peu tiqué.
très sincèrement, auprès des. Mais je comprends maintenant, vu le système que tu m'as expliqué, je comprends qu'il y a plusieurs intermédiaires, donc forcément, ça peut augmenter effectivement un petit peu les frais et le prix. Mais très sincèrement, 4 maillots à chaque fois au même prix à chaque fois la sortie. Alors même s'ils ont baissé les précédents maillots, on l'a vu, justement, le maillot homme a été baissé. Justement, s'il est à 75 euros, s'il ne dit pas de bêtises, j'ai vu 70 ou 75 euros. Mais 95 euros pour un 4e maillot, c'est un peu tiqué, très sincèrement, auprès des supporters, en tout cas de ceux que je connais. Alors je comprends, mais la question que tu poses, elle est tout à fait intéressante. Mais plutôt que le 4e maillot, la question qu'on peut se poser, comme les contraintes pour le club et pour l'équipe Montier sont bien moindres sur le 2, 3 et 4, on aurait pu se dire pourquoi le prix ne baisse pas. Pourquoi le prix ne se baisse pas? Parce qu'en fait, il y a quand même un prix de marché. Et à un moment, j'ai envie de dire que même les fans n'ont pas à savoir finalement le système de sourcing. Là, on l'explique. Parce que voilà, ils n'ont pas à savoir. Et si on commence à dire il y a un maillot à 70 euros, à 90 euros, alors qu'en plus les prix, il faut savoir que les prix c'est pas les clubs qui les fixent, c'est sur les équipementiers. Hein. Si vous regardez les maillots d'Adidas ou de Puma ou de Nike, quels que soient les clubs des gros championnats, il y a une transversalité au niveau des prix. Donc voilà, il est sûr que l'équipementier, je pense, fait plus de marge sur les deux maillots 2, 3 et 4 que sur le maillot 1, parce que c'est pas une fabrication. Par contre, je pense que le club, lui, n'en fait pas plus. Je pense que le club fait, c'est pas un co-F2, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, pour qu'il vende 80 ou 90, grosso modo, il achète 45 ou 40. Donc, je pense combien récupère le club sur 95 euros à peu près? C'est très simple. Hein. Donc, en général, donc le club, faut savoir qu'un maillot qui est vendu par exemple 100 euros, c'est un co-F2. Donc, l'ensemble des magasins dans le monde entier, alors le monde entier pour les grands clubs, hein, en tout cas, l'achète à 50. Il faut un co-F2. J'achète 50 hors taxe, je vends 100 TTC. Normalement, le club, en tant que dépositaire de la marque, il a une remise de 10% sur ces 50 euros. Donc, il achèterait 45 euros. Donc voilà. Donc grosso modo, il vend 100 TTC, il a acheté 45 euros, ça lui fait une marge à peu près de 47-48%. Donc c'est pas grand-chose, hein, parce qu'une fois que vous avez pu tout payer, comme je vous l'ai dit la dernière fois, rappelez-vous, oui. Je vous avais dit que le club vende les produits par son propre réseau, ou alors qu'il touche des royalties sur les ventes faites par l'équipe Montier. Dans tous les cas, il lui restera 3-4 euros par maillot. Donc on est quand même très loin. C'est là où c'est fou. Donc on est très loin de ceux qui pensent vraiment que les clubs font des maillots pour l'argent, je l'avais dit la dernière fois, franchement non. La vraie utilité des maillots, c'est vraiment de positionner les clubs d'un point de vue marketing à travers des histoires qu'on raconte autour de la région, autour de l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Et rappelez-vous, on en a parlé plusieurs fois, beaucoup m'ont dit ce qui manque le plus aujourd'hui dans le club par rapport à il y a 5-6 ans, c'est qu'avant le club était présent dans toute la cité. Et aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, mais si aujourd'hui, d'un point de vue commercial et même d'affluence, le club est quasiment sur ses standards de la dernière saison en Ligue 1. Imaginez c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les 15 ans, 20 ans qu'on ait aimé ou pas la gestion sportive de M6, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, le travail qui a été fait au niveau de l'ancrage territorial du club, à travers le Girondin Tour, à travers des produits qu'on voyait partout, je pense que c'est quelque chose qui a ancré les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux, c'est ce qui me rend très optimiste pour la suite. Bordeaux aujourd'hui est une marque régionale, internationale et nationale qui est très forte, qui est ancrée. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, le club est en Ligue 2, le club est plutôt pas très bien classé, et on est quasiment sur les mêmes standards commerciaux que ceux de la dernière saison en Ligue 1. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, cette marque est ancrée, et donc forcément, elle renaîtra tôt ou tard. Alors, il n'est pas brodé, hein. C'est un maillot. C'est pour ça que ça permet la réactivité. En fait, c'est un maillot qui est tissé, mais avec dessous un contre-collage qui permet justement de le mettre à la floqueuse. C'est-à-dire qu'en effet, ce sont des blasons. Voilà, en fait, c'est un blason qui est brodé avec du qu'on appelle ça, du flocage. Et par contre, derrière, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de broder. Les Girondins le reçoivent vierge, et c'est eux qui personnalisent directement, avec une floqueuse, justement, ce blason qui a été mis. Donc, en fait, parce qu'une broderie, si tu veux, ça impliquerait qu'il est directement brodé sur le maillot. Là, il est mis après. Donc, c'est pareil, hein. C'est pareil en termes de, c'est intéressant. Mais ça permet en tout cas une grosse réactivité. Pour rebondir sur ce que tu disais, Gino, ce qui est intéressant, et je le dis avec beaucoup d'espoir, hein, moi, j'ai toujours aimé le marketing quand il permettait de valoriser une vraie essence. Le marketing qui valorise ce qui n'existe pas, qui crée des tartuffes, pour moi, je ne supporte pas ça. Et donc, aujourd'hui, le coût marketing est très, très bien fait, comme tu l'as dit. Et je trouve que le club, avec assez peu de moyens, communique plutôt très bien.
Sauf que ce qui fait qu'un marketing marche ou pas, c'est ce qu'on appelle la crédibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, il faut que dans les faits, ce que tu annonces d'un point de vue marketing, ça puisse se concrétiser dans les faits. C'est-à-dire qu'à un moment, rattacher le club aujourd'hui à un modèle historique, à des valeurs historiques, etc., c'est très utile, mais il faudra que dans les mois et dans les années qui viennent, on puisse le retrouver dans la gestion et dans tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'à un moment, si les gens se rendent compte qu'il y a une histoire qui est racontée, mais elle n'est pas suivie des faits dans ce qui se passe, les gens, à un moment, voilà, il faut quand même. Donc aujourd'hui, c'est très bien, mais il faut que ce soit le début d'un mouvement. Qui gère ça, Denis, au club? Pas que ça soit un coup d'éclat. Aujourd'hui, au club, il n'y a plus personne. Personne. T'as pas écouté, Samuel. Aujourd'hui, il n'y a pas de directeur marketing. Aujourd'hui, il n'y a pas de directeur merchandising. Aujourd'hui, on est bien d'accord que quelque part, l'histoire des Girondins, elle n'est pas racontée par les Girondins eux-mêmes. Et pas par ceux qui sont censés la diriger aujourd'hui. Alors, il y a forcément, il y a des postes et puis après il y a des personnes. Aujourd'hui, la structure du club est plutôt très agile et habile. Il y a des postes qui sont créés. Après, il y a des gens qui sont en place aujourd'hui, notamment au niveau de la structure commerciale, que ce soit Thomas de Cornial, que ce soit Vincent Barouillet, des gens Vincent Barouillet, il y a depuis 2000, j'avais recruté à l'époque, sont quand même des gens qui, même s'ils ont un poste, une mission précise, sont des gens aujourd'hui qui incarnent quand même le passé dont tu parles. Donc peut-être, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont des cœurs de mission, mais je pense qu'aussi ils interviennent sur ces décisions un peu images, historiques, etc. Je pense que ces gens-là qui incarnent encore aujourd'hui l'histoire du club ont leur mot. Il y a forcément quelqu'un, en tout cas, qui valide les choses pour que le travail soit aussi bien fait. C'est qu'il y a des gens quand même au club qui valident ça. Et puis je rappelle que les gens de chez Full Ace, ce sont des anciens du club. J'ai tout ce truc. Donc ce sont quand même les gens de chez Full Ace aujourd'hui, c'est des gens qui sont imprégnés de l'histoire du club. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que tout est bien fait. Sylvie Pépin aujourd'hui, qui faisait partie aussi du service que j'avais recruté à l'époque, qui gère aussi une partie de la communication. Sylvie, elle fait partie aussi des gens historiques du club. Des David Lafarge, etc. sont quand même des gens qui, quel que soit leur poste, sont imprégnés de cette histoire-là. Donc j'ose penser que ce type de décision aujourd'hui, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est dédié parce que les finances ne le permettent pas, je pense qu'il y a toutes les ressources aujourd'hui au niveau du club pour pouvoir être un peu dépositaire de ce patrimoine. Je suis pas du tout inquiet par rapport aux gens que je connais qui sont encore en place. Oui, alors simplement pour mettre les choses un peu en perspective, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette tendance de faire des maillots, plus de maillots et plus sur le court terme, c'est une tendance qui se développe même au niveau des grands clubs. Alors ils ont quand même 3 maillots qui sont historiques, mais aujourd'hui justement avec une jeune génération, sans porter de jugement, qui zappe beaucoup. On voit que même aujourd'hui, les marques comme Zara, etc., aujourd'hui, ils font des collections de plus en plus courtes pour en faire plus. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans ce mode de consommation à court terme. Donc aujourd'hui, vous le voyez, même les grands clubs aujourd'hui, avec des maillots basiques, ils font des flocages basiques avec des sponsors pour un match. Je veux dire, cette notion de prendre des produits un peu des templates et de les événementialiser à travers un logo particulier ou un sponsor, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et puis pour finir sur Adidas, qui est assez intéressant. Il faut savoir qu'aussi dans Adidas, ça répond aujourd'hui, ce qu'ils ont fait avec les Girondins, à une logique, on va dire, de marketing qui est très importante. Vous avez dû le voir aujourd'hui, Adidas s'est un petit peu diversifié d'un point de vue marketing cette année en se positionnant grosso modo comme l'équipementier historique des clubs à l'essence forte et un peu vertueux. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, pour plein de clubs, ils ont sorti par un maillot avec un logo vintage. Vous avez vu? Oui, plein. Ils ont fait une collection pour le Bayern, Manchester. Exactement. Enfin, ils sont beaucoup sur ça. Exactement. Ou alors ils ont sorti des anciens logos, ou alors des extractions du logo, oui. comme à Rome, etc. Où finalement on prend une extraction du logo un peu vintage pour raconter l'histoire. Donc il faut savoir que dans la guerre, on va dire marketing. Le maillot de Rome, on dirait Rodez, par contre. Hein. Ça, il est beau. Oh, il y en a un qui est beau, hein. La dernière fois, j'ai vu la Roma en Europa League. J'ai vu la Roma en Europa League, j'ai regardé sur Amazon, et je me suis inquiété quand même. Ouais, sauf que les joueurs de la Roma, ils chambrent moins. Quand même. Mais bon. Mais ça pour finir, ça c'est quand même très intéressant, c'est qu'en effet, aujourd'hui dans la guerre que marketing commercial que se livrent Adidas, Nike et Puma, il faut savoir que Puma, et notamment, il le raconte aujourd'hui, c'est avec les collabs qu'ils ont fait avec nous qu'aujourd'hui, via le marketing, ils sont en train de bousculer
clairement Adidas et Nike au niveau de la performance. Et par contre, Adidas, qui a perdu un peu sa légitimité marketing aujourd'hui, est reparti dans ces histoires un petit peu marketing autour du vintage. Et aujourd'hui, donc, ce qui est très très intéressant, c'est de voir un peu le travail que Adidas a fait cette année, où on voit qu'ils ont en tout cas sorti des maillots avec des anciens logos des extractions, qui leur permet de se repositionner comme, d'après eux en tout cas, l'équipementier historique des clubs qui ont des choses à raconter. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. On voit qu'on a dans un mouvement international aussi. Voilà. Adidas, fin de contrat 2025 et on ne sait pas si ça sera renouvelé. Il y a des bruits qui arrivent et qui disent que Bordeaux négocie, se renseigne pour peut-être renouveler ou pas le contrat avec Adidas. Donc voilà, il y a des contrats qui sont pris avec différentes marques. Voilà. On peut finir là-dessus, c'est très intéressant. Oui. Je pense que c'est pas forcément le montant de valorisation avec Adidas qui est en cause. Je pense que le contrat est pas mal, mais même si la direction espère négocier mieux, et je pense qu'on peut négocier mieux, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Je me demande simplement si dans le nouveau contrat, dans le contrat Adidas, il y a Full Ice. En fait, les deux sont arrivés en même temps. La question que je peux me poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on se pose simplement la question par rapport à l'équipementier ou par rapport simplement aussi au modèle merchandising global, où on voudrait un équipementier, mais en récupérant le merchandising. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est simplement un choix d'équipementier qui est sur lequel la direction réfléchit, ou alors un choix directement de gestion merchandising en disant peut-être qu'il peut être intéressant de récupérer, mine de rien, le fleuron du développement d'une marque. Donc ça, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça sera à surveiller. Moi, je ne serais pas surpris. D'où je suis, je ne serais pas surpris que la tendance soit en tout cas à changer d'équipementier. Voilà. Ça négocie. Voilà, 2025 en tout cas, la fin du contrat d'Adidas. Eh bien Denis, merci beaucoup d'être passé pour ces 20 bonnes minutes ensemble. Voilà, le podcast que vous écoutez est terminé. Soutenez Web Girondin en devenant sociaux. C'est nous permettre de continuer à vous proposer des contenus toujours plus enrichissants pour décrypter l'actualité des Marines et Blancs. Devenez sociaux, à bientôt.